Bonjour à tous et bienvenue sur Angie Talk pour ce nouvel épisode consacré à la douleur, un sujet qui fait mal. Je suis Lisa, étudiante à l'école des mines de Saint-Étienne et aujourd'hui je vais interviewer le médecin, le docteur Créache, spécialiste au centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Saint-Étienne. Tout d'abord, nous aimerions savoir comment vous appréhendez ce sujet si matériel et si subjectif. Pour cela, nous avons réalisé un micro-trottoir auprès des élèves de l'école des mines de Saint-Étienne. Pour toi, qu'est-ce que c'est la douleur ? C'est quand ça fait mal. C'est répondre à cette question. C'est pas mal. La douleur, c'est ce qu'on ressent quand on ne va pas bien. Par exemple, ça peut être soit physique ou mental. Enfin, des fois, t'as plus d'argent sur ton compte cercle, ça fait mal aussi. Ça peut être de la douleur psychologique comme ça, tu vois. Voilà. Il y a des personnes, faut penser à eux, qui aimeraient sentir de la douleur au niveau de leurs jambes, mais qui malheureusement ils peuvent pas marcher. C'est quand t'es pas bien mentalement, psychologiquement, physiquement, physiologiquement. Ouais. Ouais, ça montre bien peut-être qu'on n'est pas assez renseigné sur la douleur. Ouais, on est tous douloureux quand on est malade, quand on a un bras cassé, une jambe cassée, un truc comme ça. Est-ce que ça a une utilité du coup pour toi ? Est-ce que Oui, parce que je pense que ça nous permet de voir les limites de notre corps. C'est une alarme pour nous signaler d'arrêter ce qu'on fait, pour pas que notre corps subisse des dégâts. Genre à l'hôpital, quand on te demande d'évaluer votre douleur de 1 à 10, si tu dis 10, c'est plus grave que si tu dis 1. Ça n'a pas spécialement d'utilité, mais ça fait partie de la vie, quoi. Peut-être que c'est un fruit de l'évolution qu'on a de la douleur pour éviter le danger. Voilà, quoi, c'est un réflexe de survie. La douleur serait donc un signal d'alarme, une façon de prévenir le danger. En ce sens, elle serait vue par la médecine comme un outil. De par mon expérience, j'ai été amenée à rendre visite à des enfants hospitalisés pour cause de cancer. À ce si jeune âge, nous avons du mal à réaliser que ces enfants doivent endurer tant de souffrances, tant de douleurs, avec leur sourire et leur visage si innocents. C'est pour cela que je me suis posé certaines questions. Premier lieu, qu'est-ce que la douleur ? Ces enfants souffraient-ils en permanence de douleur ? Y a-t-il un moyen de la soulager ? À quel moment même devient-elle handicapante ? Tant de questions auxquelles je n'avais pas la réponse. Et c'est pour cela que nous allons tenter d'éclaircir le sujet en faisant appel au docteur Créache. Bonjour Madame Créache, vous êtes médecin donc au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Saint-Étienne, donc depuis 2001. Donc vous avez une expérience qui remonte à une trentaine d'années. Donc merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Et on aimerait parler avec vous déjà très très globalement de la douleur. Qu'est-ce que la douleur pour vous ? Alors, la douleur, déjà, initialement, on dit qu'il y a deux types de douleur aiguë et douleur chronique. La douleur aiguë, c'est le signal d'alarme qui nous fait dire que le corps va devoir éviter un stimulus qui pourrait être très dangereux pour lui. Et la douleur arrive comme signal d'alarme pour, par exemple, j'ai de la brûlure, je vais enlever mon pied pour que mon pied ne soit pas brûlé. Donc ça, c'est la douleur aiguë. Mais après, mon quotidien, moi, ça va plutôt être la douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui va se pérenniser dans le temps et qui peut être éventuellement difficile à traiter, qui commence à avoir des retentissements psychologiques sur le travail, sur les relations aux autres, avec une dimension beaucoup plus globale de la douleur. Et là, on parle de douleur chronique. Donc juste un petit rappel pour nos auditeurs, les douleurs sont considérées comme chroniques à partir du moment où elles durent plus de 3 mois. Donc en dessous de 3 mois, une douleur sera considérée comme aiguë. On a quelques questions sur les différents types de douleurs entre neuropathiques, les douleurs psychologiques. Quelle nuance faites-vous entre ces types de douleurs ? Alors, en fait, actuellement, on considère qu'il y a 4 gros types de douleurs. Donc, les douleurs les plus fréquentes que tout le monde connaît, c'est les douleurs qu'on appelle nociceptives, c'est-à-dire que le système est agressé. Par exemple, je me fracture un os et j'ai mes nerfs qui sont hyper excités, qui m'ont envoyé un message douloureux. Ça, c'est la plus connue. Après, on a des douleurs neuropathiques. C'est des douleurs qui sont liées à une lésion du système nerveux, une fibre nerveuse qui est abîmée, une voie de transmission qui est abîmée. Donc des douleurs qui sont un peu différentes et qui ont des traitements différents. Ensuite, on a des douleurs qu'on dit nociplastiques,
qu'on ne connaissait pas encore il y a 40 ans, qu'on connaissait mal en tout cas, qui sont liées à des dysfonctions du système nerveux où finalement tout devrait marcher correctement, mais il y a un défaut de transmission du message avec une sensibilisation totalement anormale de la douleur qui fait que comme si les rhéostats douleur étaient très bas, comme un rhéostat de chauffage mal réglé, si vous voulez. Et les derniers, c'est la douleur psychogène pure, qui est rarissime. Souvent, la douleur psychogène, elle va être rajoutée aux autres. Et chacune de ces composantes peut être combinée. Voilà. Au niveau biologique, exactement, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps lorsqu'on se fait mal? Alors, quand on se fait mal, on va avoir des récepteurs qui vont être stimulés par une stimulation, ça peut être chimique, thermique, mécanique. Ces récepteurs, à ce moment-là, vont envoyer un message qui va être véhiculé par les neurones périphériques sensitifs, qui vont aller dans la corne de la moelle, donc l'arrivée dans la moelle postérieure. Et là, ces messages vont monter par des voies ascendantes vers des structures du cerveau. Et là, il va y avoir quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait au départ. Ce n'est pas juste un signal périphérique et une arrivée, c'est de multiples arrivées. Et on va avoir un message qui va arriver à des filtres du thalamus, des aires du cortex qui vont nous donner la perception consciente de la douleur, et des messages qui vont aussi aller vers des systèmes, par exemple, de contrôle de la douleur, ou des systèmes qui vont intégrer les différentes composantes de la douleur. Ça va être des systèmes, par exemple, sensoriels, là où j'ai mal, des systèmes émotionnels, cette douleur est déplaisante, par exemple, des systèmes comportementaux, qu'est-ce que je fais pour fuir ma douleur ? Est-ce que je l'anticipe? La mémorisation de la douleur, vous voyez, tout ça, et c'est l'ensemble de la participation de toutes ces zones corticales qui vont nous donner l'expérience douloureuse à part entière. On dit souvent, et on aimerait savoir si c'est prouvé biologiquement, qu'il y a une différence au niveau du ressenti de la douleur entre un homme et une femme. Est-ce que c'est vrai, selon vous? Physiologiquement, on a le même appareillage neurophysiologique en termes de nociception. Après, il a été démontré des différences de sensibilité de certains récepteurs, de même qu'on peut avoir des muscles un peu plus développés en lien avec des hormones masculines, par exemple. On a, par exemple, pour les femmes, des différences au moment des cycles hormonaux, avec des sensibilités à la douleur qui peuvent varier en fonction de ces systèmes hormonaux. Après, nous, la question de dire est-ce qu'il y a vraiment une différence homme-femme, c'est pas une question qui nous importe beaucoup dans la mesure où, en fait, avec son bagage pour traiter le message douloureux, l'important, c'est surtout ce qu'on va en faire. Et là, c'est beaucoup plus le facteur humain personnel qui joue plus que le facteur genre. D'accord, enfin, c'est comme une sorte de mémoire de la douleur qui fait que par l'apprentissage de la douleur, on va peut-être devenir moins sensible à celle-ci? Ça dépend. Alors malheureusement, ça dépend, parce qu'il y a, par exemple, chez les petits-enfants, on peut considérer qu'un nouveau-né qui va avoir beaucoup de messages nociceptifs, c'est-à-dire qui potentiellement douloureux, si on les répète trop, avec le temps, ça peut être assez délétère. Et au contraire, des personnes qui ultérieurement pourront devenir plus sensibles à la douleur. Inversement, dans une vie, c'est vrai que certaines personnes, après avoir eu des expériences douloureuses répétées, peuvent relativiser d'un point de vue comportemental certaines douleurs par rapport à d'autres quand ils en ont connu des très sévères. On a une question un peu plus en lien avec le handicap. Dans quelle mesure nécessairement la douleur devient handicapante dans la vie d'une personne? Une douleur devient handicapante, il y a plusieurs éléments. D'abord, en fonction de l'intensité de la douleur. Si elle est sévère, il est difficile de penser à autre chose que cette douleur. Parfois, ce sont les caractéristiques de la douleur elle-même qui vont faire que ça devient extrêmement handicapant. Par exemple, certaines personnes avec des douleurs neurologiques vont avoir des accès fulgurants où, par exemple, ils vont s'arrêter brusquement de parler parce qu'il y a un accès fulgurant qui arrive sur le visage, sur le corps, et qui vont les tétaniser. Ils vont être sidérés pendant des fractions de secondes.
Pour d'autres, le handicap va être différent parce que, par exemple, va avoir mal au dos sur des zones musculaires un petit peu de façon diffuse. Ils vont pas pouvoir sortir de chez eux parce qu'ils ont l'impression d'avoir un corps tout en souffrance. Donc là, le handicap, il va être quasiment permanent, avec un retentissement sur la qualité de vie, sur la relation aux autres, le travail, les enfants, et puis pour soi-même, en fait, cette incapacité de prendre du plaisir à autre chose parce que le cerveau est complètement parasité par cette douleur qui les envahit, en fait, qui est trop au premier plan. Et là, c'est vraiment un handicap. On aimerait savoir également avoir votre avis sur les douleurs liées à une amputation. Quelles sont-elles? On connaît la douleur, par exemple, du membre fantôme. Comment ce processus se met-il en place? Alors donc déjà, dans les douleurs après amputation, il peut y en avoir de différents genres. Il y a la douleur qui peut être une douleur inflammatoire, parce que par exemple, à l'endroit où ça a été amputé, il y a des phénomènes de rougeur, d'œdème, etc. Donc ça, il y a un premier type de douleur qui, en principe, est sensible aux antidouleurs classiques. Qui arrive en premier plan, du coup. Voilà. Ouais. Et qui, en principe, s'améliore avec le temps quand tout cicatrise. Il peut y avoir des douleurs neuropathiques, parce qu'un petit nerf qui a été sectionné, il pense qu'à une chose, c'est essayer de repousser, et souvent il repousse mal, donc il va faire des petits névromes, et le névrome va nous donner des douleurs fulgurantes, donc ça c'est un autre type de douleur. Il peut y avoir des douleurs neuropathiques plus globales qui vont toucher, alors là c'est particulier, soit ça va toucher toute la partie du membre qui est encore là, soit ça va toucher le fameux membre fantôme. Le membre fantôme peut être douloureux ou pas douloureux. Parfois, il n'est pas forcément douloureux, mais par exemple, le membre est resté en mauvaise position. Donc, c'est très, très, très pénible. Et parfois, c'est le membre douloureux qui est imaginaire, en fait, qui est le membre fantôme qui devient douloureux. Voilà, donc ça, c'est différents types de douleurs. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un membre fantôme? Eh bien, c'est un symptôme qui concerne des patients qui ont été amputés. Par exemple, si j'ai été amputée d'un avant-bras, alors que j'ai perdu ma main, mon poignet, mon cerveau peut me donner l'illusion que j'ai encore un poignet et une main, et on a une illusion de membre alors qu'il n'est plus là. Donc, c'est ce qu'on appelle un membre fantôme. Alors, ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est est-ce que ce membre fantôme est réellement présent au niveau de notre cerveau ou est-ce qu'il s'agit du pur fruit de notre imagination? Ce membre, cette impression, donc c'est une partie qui est virtuelle, mais il a un substratum, c'est-à-dire dans le cerveau, la cartographie, la zone du cerveau qui était responsable de la représentation de cette main, de ce poignet qui ne sont plus là, elle est toujours là, puisque le cerveau, il fonctionne. Donc le cerveau, il a gardé les informations de départ, de codage de cette main et de ce poignet. Donc en fait, c'est comme si lui, même si en périphérie, il n'a plus le feedback, le retour de cette main et de ce poignet, lui, il a quand même encore la mémorisation et les traces, il a toutes les neurones qui étaient censés gérer cette zone. Et c'est justement parce que ce cerveau-là fonctionne bien qu'il arrive à générer cette sensation vraiment très perturbante pour les patients de membres fantômes. Nous avons rencontré un monsieur lors de la journée Handitech à l'école des mines de Saint-Étienne, donc qui est une journée banalisée pour parler du handicap librement aux élèves. Donc ce monsieur a été amputé il y a maintenant 12 ans suite à un accident du travail, donc il a perdu un bout de jambe et il nous a mentionné que lors de cet accident, il n'a ressenti aucune douleur sur le coup. On voulait savoir, docteur, s'il y a une explication scientifique à ce qu'a ressenti ce monsieur. Donc ça, c'est des mécanismes d'analgésie induite par le stress. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu par exemple, dans des situations de guerre, de gros traumas. Et je pense qu'au niveau physiologique, quand un corps est aussi violemment agressé, il a besoin de se défendre et de mobiliser toutes ses ressources pour fuir, pour faire face à l'événement qui est traumatisant. Pour ça, il va activer un système de stress, mais qui est bénéfique, qui est le système de fuite, de réaction. Et quand ce système-là fonctionne, le système douleur, il est mis au repos. Parce qu'inversement, le système douleur, il est plutôt là pour faire qu'on n'en fasse pas plus, si vous voulez, qu'on se protège. Or, là, dans ces situations-là de stress, la question, c'est d'arrêter surtout le traumatisme. D'accord.
Donc ça, c'est vraiment une situation classique. On appelle ça d'analgésie induite par le stress. Ça fait parmi des multiples contrôles de la douleur qui peuvent exister. Malheureusement, c'est un système de contrôle qui ne dure pas très longtemps. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est que quand le patient évolue, il peut avoir des retours du stress, simplement la réminiscence du stress et de la situation traumatique qui se reproduit, où il va à ce moment-là revivre l'épisode dans toute la dimension psychologique difficile, ce qu'on peut imaginer, de revisite des positions, voilà, et tout l'environnement. Et là, par contre, ça devient une douleur presque morale qui revient quand il y a la reviviscence. D'accord. Une petite question. Alors, la douleur aiguë est un signal d'alerte, mais la douleur chronique a-t-elle une utilité alors ? Ça, c'est vraiment une très bonne question parce qu'en fait, la douleur chronique, parfois, peut avoir une certaine utilité. Par exemple, si j'ai une arthrose de genou, que j'ai un surpoids très important, que je fais énormément d'activité physique, si je n'avais pas ma douleur, qu'est-ce que je ferais ? Je continuerais à me conduire de la même façon, à faire autant d'activités, à forcer sur mon genou, à ne pas faire attention. Quand la douleur arrive, je vais mettre en place des procédures pour limiter les causes. Donc, je vais maigrir, je vais faire moins d'activités, et épargner un peu mon genou. Et de cette façon, je vais éviter que la maladie d'arthrose se développe davantage. Vous voyez, donc là, c'est peut-être un des rares moments où la douleur chronique peut avoir son utilité. Sinon, malheureusement, c'est vrai que souvent, nous, on considère qu'on est plutôt un peu victime de la douleur chronique et on la casse tant autant. D'accord. Alors maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus large et d'une manière globale, comment soulager la douleur ? Donc, autant médicalement parlant ou sans forcément de traitement médicamenteux, par exemple avec le kinésithérapeute ou d'autres spécialités. Comment faites-vous au niveau de votre service pour soulager la douleur des patients chroniques notamment ? Alors déjà, la première chose, c'est si jamais on trouve un facteur qui explique la douleur qu'on peut enlever, on va traquer ce facteur. Donc vous parliez de la kiné, par exemple, si je trouve une contracture musculaire très forte, là je vais adresser le patient au kiné parce qu'il va travailler sur le muscle, la contracture, et c'est grâce à ça que la douleur va disparaître, comme une rage de dents finalement qui sera traitée par le dentiste, et c'est pas par l'antalgique. Par contre, si une fois qu'on a éliminé en fait ces possibilités de traiter la cause, là, à ce moment-là, ça va dépendre du type de douleur. Si on a une douleur par un excès d'informations nociceptives, c'est-à-dire que, par exemple, une douleur de tendinite ou quoi, là, on pourra prendre des antidouleurs, des traitements médicamenteux qui sont spécifiques sur ce message. Si on a des douleurs neurologiques, on va plutôt prendre des traitements spécifiques comme des antiépileptiques ou des antidépresseurs qui vont, vous voyez, ce n'est pas les mêmes cibles, ou parfois certains traitements locaux qu'on applique sur la peau, par exemple. Et puis, parfois, on va repérer que le patient, par exemple, va avoir, à cause de sa douleur, des insomnies ou qu'il a une anxiété très, très forte ou une dépression. Et à ce moment-là, on peut traiter tous les facteurs associés à la douleur chronique. Et donc, ça va être tout l'enjeu de la prise en charge, c'est de repérer l'ensemble des facteurs qui, mis bout à bout, expliquent une sorte de mayonnaise de douleur chronique. On n'arrive plus à faire la part des éléments qui sont entrés au départ, mais nous, on va quand même avoir comme mission d'essayer de retrouver toutes les cibles pour proposer plusieurs alternatives. La douleur aiguë, souvent, se traite par un seul traitement. La douleur chronique, par plusieurs approches. D'accord. Médicamenteuses ou non médicamenteuses. D'accord, très bien. Alors, on avait une question, je ne sais pas si vous connaissez l'usage du cannabis pour inhiber la douleur, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les endocannabinoïdes, ça fait très longtemps qu'on les connaît au niveau de la physiologie. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les chercheurs. Et ça fait très longtemps qu'on cherche justement à pouvoir utiliser ce type de produits. Alors, maintenant, ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est surtout les cannabinoïdes de synthèse.
Donc qui sont disponibles dans certains pays déjà depuis pas mal de temps, avec un très gros marché. En France, c'est très limité. Alors là où on en est en France, c'est que on avait eu il y a quelques années déjà des autorisations de mise sur le marché d'une des molécules qui s'appelle Sativex, qui était pour des douleurs neurologiques de sclérose en plaques. Il y a eu les autorisations, il n'y a jamais eu le prix. Donc en fait, les patients n'ont malheureusement pas pu en bénéficier. Ensuite, on a eu des accès à un produit qui s'appelle le dronabinol, qui était un cannabinoïde de synthèse avec un mélange de THC-CBD, mais qu'on utilise. Qu'on peut utiliser, mais qui sont réservés à des douleurs neuropathiques rebelles et qui ont par contre l'inconvénient de donner un effet un peu shoot, ce qui fait que des patients vont être... Il faudra faire attention pour la conduite automobile, des choses comme ça. Et après, il y a vraiment le côté CBD dont on parle maintenant. Alors, il y a des expérimentations en France. Simplement, ce sont des expérimentations plutôt des observatoires, j'appelle ça, pas des études cliniques, parce qu'il n'y a pas eu d'études cliniques de qualité. Ce qui fait que nous, dans nos sociétés savantes douleurs, on est un petit peu perplexe, parce qu'à la fois, on voit bien qu'il y a certains patients qui nous décrivent des effets positifs du CBD, mais on sait... très bien que dans douleur, on a des effets placebo aussi qui montent à 30%, facile, ou 30-50%. Donc la question à laquelle on ne peut pas répondre actuellement, c'est que est-ce que si on les testait sur des études randomisées, c'est-à-dire avec tirage au sort contre placebo, est-ce qu'il serait meilleur que le placebo ou pas? Personne ne peut répondre à ce jour correctement parce que les études n'ont pas été bien faites et on a très très peu de niveau de preuve vraiment de qualité. Au niveau des avancées en matière de prise en charge, médicamenteuse ou non, qu'est-ce qu'il se fait en ce moment par rapport à ça ? Je dirais que l'actualité du moment, elle va sur les migraines, qui sont aussi des douleurs très invalidantes. Migraines, c'est 17% de la population. Donc, les céphalées chroniques quotidiennes, tous les jours, c'est 2-3% de la population. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et là, il y a vraiment des molécules qui sont en train de se développer, là, qui sortent en France. Et il y a tous les anticorps monoclonaux anti-CGRP. CGRP, c'est une molécule très impliquée dans des variétés de maux de tête. Voilà, ça, ce sont des anticorps qui sont sortis et qui sont en développement, pas encore remboursés, mais j'espère que ça va venir. On a aussi des nouveaux traitements en développement, aussi des anti-CGRP, mais en comprimé, qui sont en train d'être testés en France, qui sont déjà disponibles ailleurs. Et on a des nouveaux traitements de crise également, de migraine, qui sont en train d'être développés avec un peu moins d'effets secondaires et qui sont également prometteurs. Plus le dernier, je dirais que c'est le Botox, la toxine botulique qu'on utilise pour les rides et curieusement pour les contractures musculaires très invalidantes dans des situations de handicap, on a montré que ça pouvait être utile sur des migraines chroniques. C'est-à-dire qui surviennent 15 jours par mois. Donc ça, c'est vraiment l'actualité du moment, elle est plutôt par là. En douleur, autrement, les plus grosses actualités actuellement pour moi, c'est les utilisations de tout ce qui est neurochirurgie de la douleur, avec les stimulations de certaines voies de la douleur pour bloquer le message douloureux, ou l'utilisation de l'intratécale. L'intratécale, c'est un procédé très intéressant qui est utilisé dans des douleurs liées au cancer, dans des douleurs neuropathiques rebelles. On va implanter un petit réservoir qui est connecté à une pompe. Ce réservoir va être relié à la moelle épinière et va permettre de diffuser les produits, les médicaments directement proches de la moelle. Et de cette façon, par exemple, pour vous donner une idée, alors que pour avoir le même effet que 300 mg de morphine par comprimé, je vais pouvoir en mettre 1 mg dans mon petit réservoir. Et ce réservoir, ciblé, plus ciblé, moins d'effets secondaires. Le petit réservoir est sous la peau. On va le remplir tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend des situations. Et donc, on va en plus pouvoir utiliser des molécules qui n'existent et qui ne sont pas utilisables par d'autres voies. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle le ziconotide. C'est un extrait de toxine animale et qui n'est utilisable que par cette voie-là et qui a apporté un progrès énorme sur la prise en charge de douleurs rebelles du cancer, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose en développement actuellement. D'accord. C'est très, très intéressant et puis c'est très prometteur pour l'avenir. Et alors, pour terminer donc sur ce sujet de la douleur, on aimerait savoir pour une personne
qui ne souffre pas forcément de douleurs chroniques, mais une personne douloureuse, quelle solution alternative à lui proposer si elle ne veut pas, par exemple, avoir recours aux médicaments Il y a pas mal de solutions qui existent, hein. Déjà, il y a tout ce qui concerne la médecine chinoise dans ses approches globales, donc l'acupuncture, hein, qui a des niveaux de preuve pour un certain nombre de douleurs. Il y a des approches de type auriculothérapie qui sont mésothérapie très intéressantes. Après, évidemment, il y a tout le secteur des approches qui vont permettre de mieux gérer sa douleur. Les approches à base de relaxation, sophrologie, auto-hypnose. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, un cerveau reçoit un message douloureux, mais il peut être éduqué pour mettre en place des contrôles inhibiteurs de la douleur simplement par le mental. Et là, ces procédés sont vraiment très intéressants parce qu'ils vont à la fois jouer sur la douleur, mais ils vont aussi jouer sur le bien-être, sur la façon de vivre la situation et de vivre le handicap qui est associé à cette douleur. Pas seulement le message nociceptif qui est visé, mais aussi l'ensemble. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce sont des approches qui sont globales. D'accord. Pourquoi quand on se fait mal, on crie automatiquement et ou on s'attrape par exemple une autre partie de notre corps, on se pince ou pourquoi on a ce réflexe-là et qui pourtant nous soulage? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne réponse, mais en tout cas, quand vous pensez en termes d'espèces, quand vous êtes bébé, quand vous êtes un petit oiseau ou un petit humain, si vous faites très mal et que vous criez, automatiquement, vous allez avoir les dents, le parent qui va tout de suite venir protéger. Donc déjà en termes d'espèces, je pense qu'il y a quelque chose qui concerne pas mal finalement d'espèces animales et voilà qui a une fonction première. Avec le temps, pour certaines personnes, par exemple, la fonction du cri, de temps en temps, va avoir une fonction de décharge. Quand on a trop d'énervement, de colère, pourquoi pas. Voilà. Après, ça va être aussi très culturel. Hein. Il peut y avoir vraiment des cultures personnelles et en fonction. Donc ça peut jouer aussi. La question de pourquoi se faire mal ailleurs, par exemple, pour contrôler une première douleur, ça c'est comme le tourné du cheval. C'est-à-dire c'est un système de contrôle de la douleur qui existe dans le corps, qui est bien connu maintenant. C'est-à-dire que quand si j'ai une douleur de ma main droite et que vous me donnez un coup sur le nez, le coup sur le nez va venir activer une partie de mon cerveau qui va enclencher un système de contrôle inhibiteur diffus de la douleur et qui va arriver comme un sort de parapluie qui va inhiber toutes les autres douleurs. D'accord. Et de ce fait, du coup, vous sentirez moins votre douleur de main. Parce que c'est un système protecteur en fait qui a été mis en place au niveau de l'organisme, je pense, pour pouvoir faire en sorte que quand un stimulus très agressif arrive, nouveau, il faut que vous puissiez éteindre tout le reste de façon à faire face à cette nouvelle douleur. Voilà. Donc ça, on appelle ça les CIDN. Hein, ça a été des processus bien étudiés par les Français. C'est Jean-Claude Villers à l'époque, dans les années 80, qui a beaucoup étudié ça. D'accord. Eh ben, merci pour cette réponse très, très claire. Est-ce que vous avez d'autres remarques à nous faire parvenir ? Écoutez, moi je suis ravie que vous intéressiez à la question de la douleur et que vous l'ayez pris aussi sous l'angle justement du handicap. Parce que c'est souvent cette dimension-là que les gens oublient parce que beaucoup de douleurs évidemment ne se voient pas. Et faire de la sensibilisation sur le handicap lié à la douleur, pour nous c'est vraiment essentiel. Voici ce qui conclut cette interview. On remercie vivement le Dr Kriach d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. On espère également vous avoir éclairé sur ce sujet. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à partager à votre entourage. Soyez nombreux à réagir et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Angie Talk.